Salut les gens! Aujourd'hui on parle de problèmes de croissance, d'un chat mangeur d'hommes et de radiation. Encore. Et cette fois-ci on s'attaque à l'homme qui rétrécit, en anglais The Incredible Shrinking Man. Et c'est pas facile à dire. Film de science-fiction américain produit en 1957 en pleine guerre froide. Encore. La peur de la bombe H est omniprésente, les essais nucléaires... Oh, et puis vous m'avez compris, je vais pas me retaper le discours. Seulement cette fois-ci, on va parler d'un autre type de science-fiction anti-bombe nucléaire. Celle qui parle des déformations physiques suite aux retombées radioactives, et non plus celle qui parle de l'explosion dévastatrice de la bombe blablabla. Ouais, ça on va en bouffer de la guerre froide. L'homme qui rétrécit est l'adaptation cinématographique du roman du même nom, publié en 1956, un an auparavant donc. Le roman fut écrit par Richard Matheson, qui se chargera d'écrire aussi le scénario du film dont on parle, qui, lui, sera réalisé par Jack Arnold. Mais si, c'est simple. Richard Matheson, c'est un maître de la littérature SF, avec notamment ce roman que vous connaissez tous, Je suis une légende. L'homme qui rétrécit, le film, c'est sa première expérience au cinéma en tant que scénariste. Notons qu'il travaillera plus tard sur le film Duel de Spielberg, ou le téléfilm Chronique martienne. Et un jour j'en parlerai de celui-là. Jack Arnold, lui, est un habitué du genre au cinéma avec déjà pas mal de films de SF plus ou moins réussis à son actif. On pourra noter Tarantula ou bien L'étrange créature du lac noir, deux films géniaux dont le dernier est même sorti en 3D. Le film dispose d'un budget assez modeste, 750 000 $. C'est pas rien, mais c'est pas foufou non plus. Si on refait le calcul par rapport à l'inflation, ça ferait un film d'un peu moins de 7 millions de dollars aujourd'hui. Et pour comparer, on a fait Les Visiteurs avec plus de sous. Alors, comme toujours, ma question fétiche. Pourquoi vous voulez pas le voir? Bon, parce que c'est en noir et blanc, ok, et aussi parce que le film commence comme une pub des années 50 avec un couple heureux en train de bronzer sur un bateau. Ok, c'est cliché. Si on se contente des premières scènes, on aura l'impression, c'est vrai, de voir un énième film du classique hollywoodien. Et ça d'accord, c'est pas du goût de tous. Mais c'est pas si mal! Et avant d'entrer dans les détails... Spoiler alert. Notre couple se trouve donc sur leur bateau, tout tranquillou. L'homme se nomme Scott Carey, sa femme Louise. Après négociation, Louise va bien gentiment chercher une bière à son homme à l'intérieur du bateau. Or, v'là-t-il pas qu'un étrange nuage se dirige tout droit vers celui-ci, et donc vers Scott insouciant. Ce nuage est bien entendu radioactif, et donnera pendant un temps à notre héros l'allure d'un vampire de chez Twilight. Une fois de retour à la maison, Scott s'apercevra d'abord que plus aucun de ses vêtements ne lui va, et on conclura qu'il rétrécit. Après une première visite chez le docteur, ce dernier réconfortera Scott en lui disant qu'il est en parfaite santé et qu'il n'a pas de souci à se faire, que s'il a l'impression de rétrécir, c'est parce que la colonne vertébrale se tasse pendant la journée. Pourquoi pas après tout? Mais il constatera plus tard que sa femme a l'air plus grande, et une deuxième visite chez le médecin ne fera que confirmer l'horrible vérité. Scott rétrécit. Le docteur est sur le cul et envoie Scott chez des spécialistes qui seront eux aussi sur le cul, et impuissants bien entendu. La famille est fauchée. Scott ne mesure qu'1 mètre et décide de faire parler de lui pour gagner quelques piécettes. Après quelques temps, notre héros est devenu une véritable star, dans le sens bête de foire. Il ne supporte plus les gens qui s'entassent devant sa porte et commence à être d'une méchanceté pas gentille envers sa femme. Ne mesurant plus que quelques centimètres, celui-ci se fait attaquer par son chat, tombe dans la cave et ne pouvant plus monter les escaliers, doit apprendre à survivre dans ce nouvel environnement jusqu'à ce que quelqu'un descende. Trouver un abri, de l'eau, de la nourriture, un véritable Man vs Wild se développe. Et cette fois-ci, je ne vous dévoilerai pas la fin parce que cette dernière est véritablement surprenante et pleine de sens. Le spoil est fini. D'abord, parlons des effets spéciaux, juste magistralement maîtrisés. Oui, je sais, ça fait un petit peu pléonasme. À plusieurs reprises durant le film, nous pourrons constater que notre héros, Scott, bien plus petit, se tient dans le même plan à côté de gens de taille normale. Chose sacrément bien fichue puisque le trucage ne se voit absolument pas. Enfin, presque pas, ça dépend des fois. Il s'agit ici de surimpression.
La surimpression, c'est comme l'incrustation, vous savez, avec des fonds verts, sauf qu'ici on parle de prise de vue analogique, donc sur pellicule, et qui plus est sans effet numérique. L'astuce consistait à filmer une première personne sur fond noir afin que seule l'image de cette dite personne imprime la pellicule. Puis on repassait cette dite pellicule une deuxième fois en filmant le décor dans lequel on voulait insérer l'acteur. Tout ce qui était resté noir pouvait alors réagir à la lumière et imprimer l'image du décor, et les parties qui avaient déjà imprimé l'image de l'acteur ne réagissaient plus. Voilà de quelle manière on incrustait les gens avant d'avoir recours au fond vert. Pour revenir à notre film, l'effet est vraiment réussi. Bon, les yeux les plus entraînés détecteront certes quelques problèmes de perspective et de profondeur de champ, mais globalement ça vaut parfaitement le Hobbit. T'exagères un petit peu là. À peine! En effet, dites-vous que lorsque Gandalf se tenait à côté d'un nain ou de Bilbo ou que sais-je, ces derniers étaient filmés séparément dans 2 décors différents, aux échelles différentes, et étaient combinés en post-production dans la même image. En gros, globalement, la même chose que pour l'homme qui rétrécit. Ajoutons au procédé technique plutôt cool, ces décors. Je vous l'accorde, ça fait parfois un carton, mais rien que pour le plaisir de voir quelqu'un évoluer dans un monde de géants, on passera sur les détails. En effet, la surimpression n'est pas le seul moyen utilisé pour faire évoluer Scott dans ce monde qui ne cesse de grandir. Et film hollywoodien veut dans 90% des cas dire film tourné en studio, surtout à cette époque. Et franchement, c'est bien foutu. Niveau symbolique maintenant, oui, vous n'y couperez pas, et là il y a pas mal de choses à dire. Plutôt, je vous ai parlé de l'aspect extrêmement cliché de ce couple, presque aseptisé. Si l'on creuse dans les détails, nous nous rendrons compte que cette écriture n'est en réalité là que pour servir le récit. Famille typique, sans enfants, aseptisé, Scott est limite un moins que rien. Il n'arrive pas vraiment à se comporter comme patriarche. Sa femme joue la maman poule, elle le materne presque et ne le prend pas du tout au sérieux quand Scott commence à croire qu'il rétrécit. En fait, elle se fout un petit peu carrément de sa gueule. Celui-ci est donc assez pathétique, sans réelle personnalité. Ainsi, le film et son message portent sur sa transformation physique bien sûr, mais surtout psychologique. Et selon moi, la question que ce film essaie de nous poser, c'est qu'est-ce qui importe le plus, la prestance physique ou notre développement intellectuel? En effet, plus Scott rétrécira, plus on fera de lui un incompétent, on le comparera à un enfant, un impuissant. En revanche, sa mentalité va évoluer dans un sens totalement contraire. Tout d'abord, la colère va le conduire à être d'une extrême méchanceté avec sa femme. Plus tard, bloqué dans la cave, une véritable renaissance intérieure va s'opérer. Qu'importe sa taille, celui-ci doit faire face à un nouvel environnement et s'adapter. Sa quête de nourriture, d'eau, sa rencontre avec une araignée vue comme un nouveau prédateur le mèneront à reléguer ses capacités physiques au second plan et à ne se développer que principalement mentalement. Car qu'adviendra-t-il de lui lorsqu'il ne sera réduit qu'à une simple poussière? Oh, stop, tu vas trop loin là. Faut pas que tu spoil la fin, t'as dit. Bon, je vois en venir certains, je n'ai pas parlé du nucléaire. Et non, car pour une fois, ce ne sera pas le thème du film. Même si c'est bien un nuage radioactif qui sera à l'origine de tout ce micmac, force est de constater qu'à aucun moment on en reparlera dans le film. Véritable prétexte, c'est le MacGuffin du film. Un MacGuffin, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Un prétexte qui sert à initier une histoire. Un truc techniquement super important, mais dont tout le monde s'en fout en fait. Le terme a été défini par Alfred Hitchcock, mais le procédé existe depuis les débuts du cinéma. L'exemple type que tout le monde devrait connaître, c'est la mystérieuse mallette que John Travolta et Samuel L. Jackson récupèrent au début de Pulp Fiction. Qu'est-ce que c'est? Après tout, sans ça il n'y aurait pas eu d'histoire. Mais bon, tout le monde s'en fout au final. Et là c'est exactement le même principe. Ce nuage c'est quoi? Parce que oui, on sait que c'est radioactif, mais d'où vient-il? Comment a-t-il été créé? Pourquoi Scott devient un vampire de Twilight après être passé dedans? On ne le saura jamais. Et c'est pas grave, parce qu'on s'en fout. Au final, souvenez-vous surtout qu'on parle d'un film de série B à petit budget. Certes avec des personnages typiques de vieux films hollywoodiens, mais qui réussit quand même à nous faire penser à plein de choses. Et avec des effets spéciaux quand même sacrément sympas. Donc regardez-le, il est pas si mal. En plus il dure 1h20, c'est pas très long, et super cool quand on le regarde en Blu-ray. Allez je vous laisse, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air si vous avez aimé, partagez si vous avez pris votre pied. C'est un petit clic pour vous, mais une joie immense pour moi. En attendant la prochaine, eh ben portez-vous bien. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes.